Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Fabrizio Gallanti, le directeur d'Arconrêve. À Arconrêve, ce soir, nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir à la conférence qui inaugure l'exposition Métropole Jardin, qui est déjà ouverte depuis ce matin dans notre galerie blanche. Et le titre de la conférence à laquelle vous êtes prêts à assister, ou plutôt un dialogue entre deux auteurs, est le même, Métropole Jardin, ou en anglais Garden Metropolis. Nous allons donc ensemble écouter Anthony Jam et Suzanne Eliasson, qui sont les fondateurs de Graou, et qui vont explorer les thèmes et les idées de cette exposition. Avant de dire quelques mots à ce sujet, permettez-moi d'exécuter mes fonctions institutionnelles. Donc avant tout, en remerciant tous les partenaires qui soutiennent l'action d'Arconrêve, la mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole, le ministre de la Culture à travers la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la région de Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, les représentants de ces institutions sont ici avec nous et je vous remercie beaucoup et encore de la confiance accordée à notre association. Merci à Aquitanis, Unicalo et Keolis Bordeaux Métropole, qui sont nos partenaires privés. Je sais que Anthony et Suzanne ont une longue liste aussi de remerciements associés à cette exposition pour des autres soutiens qui ont été apportés, mais je vais leur laisser à eux le plaisir de remercier les partenaires spécifiques à ce projet. Je veux aussi saluer les membres de l'association Arconrêve et quelques membres du conseil d'administration qui sont présents avec nous aujourd'hui. Un énorme merci à toute l'équipe d'Arconrêve qui était fondamentale pour le déroulement de ce projet. J'aimerais aussi en particulier remercier Eric Dordan qui a collaboré à la conception de la mise en scène, à Cyril Brizou et Denis Zdanov pour la production, et aussi aux collaborateurs externes. Arconrêve, comme beaucoup d'autres institutions comme la nôtre, fonctionne aussi sur un réseau d'artisans, de spécialistes qui opèrent dans cette région et qui donc sont invités à collaborer à des projets spécifiques. Donc dans ce cas, Daniel Avram, Vincent Grama et Grégoire Laroche-Joubert. Et bien entendu, le vrai et gros remerciement, c'est à Anthony et à Suzanne, et aussi à Els van de Kerkhove, la designer graphique et textile qui a participé à ce projet depuis le début. Merci beaucoup pour avoir voulu travailler avec nous sur cette initiative. Bon, le premier email autour d'une possibilité d'exposition que j'ai retrouvé dans ma boîte à lettres avec Graou date du 12 janvier 2021. Et c'est un email qui reprend une conversation qui avait déjà été déclenchée avant mon arrivée avec Michel Plac. Dans l'email, il était seulement question de discuter ensemble s'il aurait été possible de réaliser une exposition à Arconrêve. Et finalement, après 15 mois, l'exposition est ici. D'ailleurs, l'email se trouvait dans ma boîte de Gmail, même pas la boîte institutionnelle, parce que c'était même avant de ma prise de fonction comme directeur. On parlait d'une possibilité d'exposition, on a pu la faire, tout simplement parce que c'est une exposition qui s'appuie sur un travail de très longue date, qui a été réalisé dans la durée. Donc ce n'est pas une exposition qui a été improvisée dans un délai si court, mais qu'en réalité le couronnement de réflexion, d'une pensée très profonde sur la ville et l'architecture conduite par Graou depuis beaucoup d'années. Graou, et pas gros, comme j'ai écouté parfois dans nos bureaux, est un acronyme qui veut dire, au moins ça, c'est ce qui est sur votre site internet, peut-être c'est plusieurs acronymes, mais celui que je retiens, c'est un acronyme anglais, Good Reasons to Afford Urbanism, donc des bonnes raisons pour se permettre l'urbanisme. Et vous allez retrouver dans l'exposition Métropole Jardin la manifestation d'une posture idéologique à laquelle je souscris pleinement, celle qui dit et qui pense qu'il n'y a aucune différence entre l'architecture et l'urbanisme. D'ailleurs, c'est un propos de l'architecte Giancarlo De Carlo. Il s'agit des mêmes formes de pensée, des mêmes outils de travail. Les différences sont seulement des différences de taille et d'échelle. Dans le texte d'introduction que vous trouverez dans la première salle, un très beau texte écrit par Suzanne et Anthony, parce qu'entre autres, ils écrivent plutôt bien, on parle de territoires horizontaux. Et donc, vous allez voir une exposition radicalement bidimensionnelle. Et ce n'est pas une critique, au contraire, c'est vraiment un compliment. Ce qui est un énorme succès, parce qu'elle prouve que le dessin, le diagramme, la photographie et les textes continuent à avoir le pouvoir d'opérer des synthèses de la réalité, en faisant abstraction du bruit de fond, pour arriver vraiment à l'essence des choses. Dans cette exposition, il partage avec nous donc ces outils, des outils de lecture, de compréhension, d'imagination du réel, avec lesquels on découvre un nouveau territoire, ce qu'ils appellent la métropole jardin, qui est donc une invention et en même temps un constat de la ville qui nous entoure.
L'outil principal de cette narration que vous trouvez dans notre galerie est la carte, un concept qui a été abusé parfois, mais qui reste central dans nos relations au monde. Avant d'écouter la présentation d'Anthony et Suzanne, je voudrais vous lire un extrait de l'ouvrage Usage littéraire de la carte de Michel Collot, publié en 2018 à Bruxelles, ce qui est une coïncidence assez agréable vu qu'une des villes dans l'exposition est Bruxelles, qui se prête, selon moi, plutôt bien à introduire Graou. Collot nous dit, en citant à sa fois des autres auteurs, on cite souvent à ce propos la sentence de Nelson Goodman. Il n'existe aucune carte complètement adéquate, car l'inadéquation est intrinsèque à la cartographie. Une carte est schématique, sélective, conventionnelle, condensée et uniforme. La fin de la citation. La carte procure une image analogique et non mimétique du territoire. L'écart entre cette image et le réel tient au procédé essentiel de la cartographie. La projection qui déforme nécessairement la réalité géographique, le point de vue zénital qui situe l'œil du cartographe dans une extraterritorialité radicale, la réduction à une certaine échelle qui conduit à une sélection de données géographiques et à leur schématisation. L'usage de symboles codifiés est conventionnel. Cette mise en forme est une transformation du réel qui était souvent mise au service du pouvoir, politique, religieux, militaire ou colonial. Elle possède en elle-même une fonction de maîtrise du réel. Bertrand Westphal parle à ce propos de maîtrise, faisant de la géométrisation de l'espace opérée par la carte le moyen de maîtriser une réalité autrement insaisissable. Bon, avant de vous céder finalement la parole, deux communications plutôt techniques. Alors, nous allons écouter une conférence qui sera donc après accompagnée, suivie d'un échange de questions entre le public et nos conférenciers. Il y aura un cocktail de célébration de cet événement sur la mezzanine de l'entrepôt. Et je vous convie chaleureusement à revenir durant le mois de mai pour une série de conférences et de rencontres qui vont développer ultérieurement les thématiques abordées par l'exposition. Le 19 mai, pour l'inauguration de la prochaine exposition dans la Grande Galerie avec MBL Architecte, qui, d'une certaine manière, évoque des thèmes complémentaires à ceux que vous allez trouver dans l'exposition de Graou. Et d'ailleurs, Graou et MBL, je crois que quelques membres d'MBL peuvent être ici avec nous ce soir, sont déjà en dialogue pour organiser justement une série d'échanges thématiques autour de ces expositions. Et le 23 juin, en conclusion d'une série assez intense de vernissage à Corrève, l'exposition Commun qui sera dans la nef de l'entrepôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Je vois rien. Ah, vas-y, fais-le avec ton truc. Je vois rien. Bon. Merci. On va commencer aussi, nous, par quelques remerciements. Et on terminera par des remerciements certainement aussi. Mais on voulait dire merci à toute l'équipe d'Arc en Rêve pour votre aide, déjà pour nous avoir offert l'occasion de faire cette exposition et pour toute l'aide que vous nous avez apportée dans la réflexion de la mise en scène de cette exposition, mais aussi du contenu. Merci à Eric, merci à Cyril, merci à Wen, merci à toute l'équipe d'Arc en Rêve. Merci à Fabrizio pour ton regard à la fois très doux et aiguisé, et qui a été précieuse pour nous dans ces discussions. Merci également à Francine Faure et Michel Jacques, avec qui on a effectivement initié au début la discussion autour de cette exposition. Et puis merci aux partenaires, la Villa Albertine à Chicago, Aquitanis, Crédit Agricole Immobilier. On est ici ce soir, Fabrizio l'a dit, mais on est ici ce soir avec Els van de Kerkhove, qui est là. Els, il faut que tu fasses comme ça, voilà. Qui est graphiste et designer textile, avec qui on collabore depuis de nombreuses années maintenant, et qui est co-commissaire de l'exposition avec nous. Et puis on est là aussi avec toute notre équipe de Graou, avec Clara, Emmanuel, Constance. Si vous êtes venus ce soir en pensant qu'on allait surtout vous présenter nos projets, vous allez peut-être repartir un peu déçus. On est là ce soir pour vous parler de la ville et principalement d'un certain type de ville.
la ville, pour nous, le sens de la ville, c'est le lieu où on vit ensemble. Et voilà, il a échappé à personne qu'on vit dans une époque de crise, de multiples crises. La crise climatique et le changement climatique, c'est celle qui marque le plus, je dirais, notre profession et le travail que l'on fait en tant qu'architecte urbaniste au quotidien. Toutes les incertitudes qu'induit la crise climatique, elle entraîne parfois des réactions un peu étranges chez certaines personnes. Aujourd'hui, il y en a qui légitimement pensent qu'il faut coloniser Mars, d'autres qui se disent qu'il faut qu'on se retire tous vivre en autarcie. Mais après, la grande majorité d'entre nous, la réalité, c'est qu'on est, entre guillemets, condamnés à vivre dans les environnements urbains que l'on a construits. Et donc, on doit trouver des façons de bien vivre ensemble dedans. Notre obsession et notre intérêt en tant qu'architecte, parce qu'on est architecte de formation, mais travaillant beaucoup sur la ville, notre obsession, c'est, et ce pourquoi on se lève le matin, c'est de comprendre comment on peut produire, transformer, construire des environnements urbains où on vit bien ensemble. C'est-à-dire pas seulement où on cohabite, mais où on arrive à bien vivre les uns avec les autres. Et pour nous, c'est la seule façon aussi de résoudre les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, que l'on doit résoudre collectivement. Donc il faut déjà commencer par bien habiter et vivre ensemble en ville. Quand on nous a proposé de faire cette exposition, on s'est longtemps posé un peu, enfin longtemps, mais on s'est posé la question de quoi exposer, quoi montrer. Et on a choisi de vous parler d'une thématique bien précise, qui est celle de la métropole jardin. Alors la métropole jardin, c'est à la fois un regard et un projet sur lequel on travaille maintenant depuis un certain nombre d'années, et une réflexion qui pour nous a commencé à Bordeaux. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, voilà la métropole jardin. Ici, on voit Codéron à Bordeaux. La métropole jardin, c'est l'urbanisation majoritairement résidentielle qui s'est construite en extension directe des centres-villes anciens, majoritairement au cours du XXe siècle. Donc, c'est un certain type d'organisation urbaine qui n'est ni vraiment le centre, ni vraiment non plus la périphérie. C'est un type d'espace qu'on considère souvent aujourd'hui un peu comme un chaos difficilement maîtrisable, auquel on peine aussi à donner du sens. Et pour nous, il y a un enjeu absolument fondamental non pas à trouver ce sens, parce qu'il existe, mais à le révéler pour pouvoir réfléchir à comment cette ville se transforme, ne serait-ce que parce qu'il s'agit de morceaux de territoire gigantesques. Ce type de ville, on la retrouve partout, dans toutes les villes au monde, dans toutes les grandes métropoles, et dans des quantités qui sont parfois vertigineuses. Alors, l'idée de la métropole jardin, c'est pas non plus une idée nouvelle, hein. On s'appuie sur de nombreuses réflexions qui ont eu lieu sur ce type de territoire. On peut citer le travail de la métropole horizontale de Bernardo Secchi, Paola Vigano, etc. Associer le mot métropole au mot jardin, ça peut paraître en partie contradictoire. Tant c'est des mots qui font référence à des échelles et à des concepts qui sont différents, mais ils ont ceci en commun, que ce sont tous les deux des organisations, des systèmes produits par l'homme, aussi bien la métropole que le jardin. Et par le terme métropole-jardin, on fait aussi une référence directe au concept du XXe siècle, au grand principe urbain qui est la cité-jardin. Alors la cité-jardin, vous la voyez ici représentée théoriquement par le diagramme de Ebenezer Howard dans son livre Garden Cities of Tomorrow, où il a théorisé ce concept de la cité-jardin. Alors la métropole-jardin, ce n'est pas une cité-jardin. La métropole-jardin, c'est un territoire qui s'est étalé, qui est continu, mais on y voit une référence intéressante parce que la cité-jardin, au-delà d'être un modèle qui cherchait, et on le voit avec ces trois aimants, qui cherchait à combiner les qualités de la campagne et de la ville, c'était une entité contenue, telle qu'elle avait été projetée par Howard, qui avait vocation à abriter à loger à peu près 30 000 personnes. Et donc c'était bien sûr une entité contenue, mais c'était une vision et un projet aussi d'une forme d'organisation collective et sociétale.
Et c'est là qu'on trouve que c'est un modèle extrêmement intéressant. Il a fait ses preuves aussi. Et il nous semble que la question de la métropole jardin, où on a parfois du mal un peu à donner du sens à ce territoire-là, doit aller vers cette idée d'une vision aussi commune et collective, où on est solidaires les uns des autres. C'est pour ça qu'on aime bien cette référence à la cité-jardin, parce que c'est un modèle qui est urbain et c'est un modèle qui est aussi social. Alors, on va prendre l'occasion de cette conférence pour faire une petite, disons, introduction à l'exposition, à travers un certain nombre de points, vous les voyez ici, qui sont pour nous à la fois les enjeux et les potentiels de la métropole jardin. Alors, le premier thème, c'est un enjeu global. Effectivement, la métropole jardin est un enjeu global dans la mesure où on la retrouve partout autour des grandes villes dans le monde, et toujours de façon extrêmement spécifique, en fonction du contexte géographique, social, historique, culturel. Et pour l'exposition, on a sélectionné 4 villes éparpillées un peu dans le monde. Elles n'ont pas, des connivences ou des relations totalement directes. En revanche, c'est des villes dans lesquelles nous travaillons et dans lesquelles nous faisons des projets de recherche et d'autres projets. Donc ces villes sont Bordeaux, Phoenix, Bruxelles et Chicago. Elles sont très différentes de par leur taille, de par le nombre de gens qu'elles abritent. Mais ces 4 villes-là, je vais revenir ici, elles sont intéressantes dans la mesure où ici on a relevé dans ces petits échantillons rouges que vous voyez 4 quartiers qui représentent à eux seuls 50 km². Donc ces 50 km² de quartiers, on les a réintroduits ici dans l'exposition, non pas de façon plate, mais plutôt en essayant de créer une continuité et un espace pour pouvoir être au cœur un peu de cette métropole jardin dont on en parle d'une façon un peu abstraite, c'est-à-dire ici avec une sorte de chambre, un sol assez doux, un mobilier, et en même temps cette urbanisation ici totalement complète. Le premier échantillon, le quartier, c'est le quartier Codéran ici à Bordeaux, donc on reconnaît le tissu individuel, le tissu collectif, le parc bordelais, et aussi la spécificité de ces routes, on va dire, en forme de filament. Donc en 2013, on a été missionné avec Michel Leclerc-Courajou pour développer un plan guide sur ce quartier-là. Ensuite, il y a ici le quartier de Camelback East à Phoenix. C'est le travail sur Bordeaux qui nous y a emmenés. Il y a ici 2 projets de l'architecte Alfred Newman-Biddle que nous allons ensuite vous présenter. Donc c'est une ville, on voit bien ici une trame, une ville assez lâche. Il y a la trame orthogonale américaine, mais on est dans une sorte de densité assez lâche. Ici, on se trouve à Bruxelles, à l'ouest de la ville, à l'ouest du Ring, à cheval sur la région flamande et la région de Bruxelles. Et ici, on observe les liens entre l'activité économique, entre les centres commerciaux et les tissus résidentiels que vous voyez en rouge. L'activité économique, elle est en bleu, et les tissus résidentiels en rouge. Et en vert, ce sont les espaces agricoles. Et on s'interroge sur ces liens, leurs rapports qui sont parfois conflictuels ou inexistants, voire parfois négatifs. Et la dernière ville que nous présentons, c'est ici le quartier de North Landale à Chicago. Donc on a aussi une trame extrêmement claire, qui est différente de celle de Phoenix. Pour la préciser un petit peu, ici, elle se définit par des unités urbaines qui sont des blocs qui mesurent environ 200 mètres par 100 mètres de large. Tout le monde fait référence à ces blocs et habite un bloc. Et on rentre dedans en voiture par des allées. C'est l'endroit où il y a les poubelles, où les enfants jouent. Et on voit même que ces allées-là, ici, sont complètement continues. Donc on est vraiment dans une ville extrêmement, comme ça, orthogonale. Néanmoins, il y a quand même des diagonales qui la transpercent. Ici, il y a un parc, Douglas Park, qui est lui-même connecté à tous les autres parcs de Chicago via des parkways. Donc ces villes, quand on les regarde ensemble, elles ont effectivement beaucoup de différences, parce que c'est pas le même pays, c'est pas la même culture, c'est pas la même urbanisation. Néanmoins, voilà, c'est des tissus horizontaux ici avec du tissu résidentiel avec un rapport particulier au jardin et aux espaces verts. Le deuxième critère, ou le deuxième thématique
de la métropole Jardin, c'est que c'est un territoire horizontal et que même demain, s'il se densifie, il va rester horizontal. Voilà, il y a ce dessin qu'on aime bien de l'architecte Cédric Price, qui compare la ville à un œuf, la ville ancienne, la ville du XVIIe et du XIXe, avec son rapport ténu entre le centre et les alentours. Et ensuite, nous, on est plutôt dans la ville ici moderne, donc c'est la ville étalée. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle a perdu son rapport au centre d'une certaine façon. On voit qu'il y a des petits centres qui sont ici dessinés. Néanmoins, ce dessin dit que c'est un sujet. C'est un sujet qu'on doit creuser et on doit problématiser. Donc ici, une photo de Bordeaux, ville horizontale. Voilà, sans aucun doute, il y a quelques émergences. On perçoit les coteaux. Ici, la ville de Phoenix, très étalée, en plein milieu du désert, avec les grandes montagnes en fond, et une sorte de présence comme ça, quand même, du végétal qui est assez remarquable. Et ici, c'est Chicago. Chicago, c'est en dehors du downtown, qui est extrêmement dense. Toute la ville, la densité chute d'un coup, et on se retrouve dans une sorte de continuum comme ça, qui part à l'infini. Donc Chicago, c'est un peu la grille, le lac, et les gens qui se baladent à l'intérieur. Je dois dire que voilà, on a fait une résidence cette année avec la Villa Albertine. On a pu s'immerger pendant 15 jours dans cet environnement-là. Et notre sujet d'étude était, de façon un peu simpliste, le rapport entre la grille et les gens. Essayer de comprendre comment ils vivaient dans cet environnement-là à Chicago. Ici, c'est un dessin de la métropole bordelaise. Et on voit les zones en rouge. Ici, c'est les zones qui sont limitées à R+1 dans le PLU. Donc, évidemment, on comprend que la ville de Bordeaux est une ville horizontale, mais c'est aussi un choix de préserver cette horizontalité, car elle a des qualités. Cette horizontalité aussi, évidemment, elle produit de la distance de par les mobilités, mais aussi elle produit un rythme un peu plus lent que la ville-centre, et c'est ce rythme-là qu'on trouve également assez intéressant, et elle produit des espaces aussi qui sont différents, c'est-à-dire avec beaucoup plus de perspectives, et on rentre dans des paysages beaucoup plus horizontaux. Troisième critère, disons, de la métropole Jardin, c'est qu'on est aujourd'hui pas dans un urbanisme d'extension, mais dans un urbanisme de transformation. Ce sont des tissus urbains qui sont là, que l'on a produits et dont le défi est aujourd'hui de les transformer. C'est-à-dire qu'on ne pense plus la ville par extension, mais par transformation. Et donc, il y a nécessité à comprendre aussi ce que l'on transforme. Ici, on voit le territoire de Bordeaux, Bordeaux-Ville-Centre et Codéran sur la gauche. En rouge, on voit toutes les constructions qui ont été construites entre 1950 et 2010. Donc on voit bien qu'au XXe siècle, parce que si jamais on avait celle construite aussi entre 1900 et 1950, on a étendu la ville de façon assez conséquente. Et puis on voit ici que aujourd'hui on est relativement plein. On a à peu près tout consommé. On a des rapports de proximité, y compris dans un quartier comme Codéran, qui sont assez importants. Et donc il s'agit bien de voir comment dans le temps ce territoire-là peut se transformer. Autre exemple qui est tout à fait différent, c'est Chicago. Ici, on regarde le tissu urbain sud du downtown et du Loop. C'est une toute autre problématique où on avait, dans les années 50, une ville qui était constituée, alors avec des jardins, avec une densité bien sûr moindre que dans le downtown très vertical, mais on avait une ville qui était complètement construite, et certains quartiers, les quartiers sud et les quartiers ouest de la ville, ont perdu depuis 1950 jusqu'à 70% de leurs habitants. Donc on assiste à une forme de dédensification du tissu qu'on voit ici, comme si ça s'effrite. Et quand on parcourt la ville, on a ce paysage dans à peu près toutes les rues, avec ces parcelles qui s'alternent entre friches, dents creuses et maisons. Et en même temps, même si on a perdu beaucoup d'habitants, même si la ville s'est complètement dédensifiée,
On est encore en ville. On a toute cette structure urbaine qui est en place, cette grille qui est omniprésente, qui est construite, une infrastructure. On a les mêmes routes, y compris là où on a 70% moins d'habitants et plus aucun commerce. Donc on est dans une toute autre situation. Mais pareil, c'est un tissu qui est là, qui est inscrit avec son infrastructure qui a été posée au cours du XXe siècle et qu'il faut pouvoir transformer. Donc qui dit transformer, par contre, la transformation, elle se fait nécessairement du coup morceau par morceau. On est sur des territoires aussi où la majorité du foncier est privé et où on imagine que la ville, elle se densifie ou elle se dédensifie dans le temps. Mais qui dit transformation morceau par morceau ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une ambition forte sur le type de ville que l'on souhaite. Ici, une image de Codéran, d'une mise en situation qu'on avait fait pendant le plan guide avec Michel et Claire Corajou, où on avait testé la végétalisation de la rue. Et à titre d'exemple, par exemple, à Codéran, si on transforme tous les jardins de devant dans les rues plutôt résidentielles, morceau par morceau, avec 4 mètres de jardin de devant par parcelle, on peut retrouver jusqu'à 50 km d'espace public linéaire, paysagers, des corridors aussi écologiques dans la ville. Donc c'est tout sauf rien. Alors bien sûr, c'est pas un projet qui se fait de façon immédiate en claquant des doigts. C'est pas un nouveau quartier qu'on construit, mais on peut imaginer cette transformation-là et on peut la guider dans le bon sens. Je pense que la référence à Chicago, c'est aussi d'une certaine façon un peu une sorte de mise en garde, parce que la transformation, elle peut aussi s'opérer dans le temps, mais dans le mauvais sens. Et une fois qu'on a perdu des quartiers, disons entre guillemets, c'est très compliqué d'y revenir. Donc il y a un enjeu à ce qu'on soit capable de fixer aussi un cap commun dans la transformation, à être ambitieux sur le type de ville que l'on souhaite et comment on souhaite la voir se réaliser pour y arriver. Alors, ce qui nous amène un peu à la question de ce qu'on a appelé atteindre l'équilibre, qui touche au lien entre l'architecture et le paysage. Aujourd'hui, partout dans tous les centres-villes, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas dans toutes les grandes villes, pas seulement en France, on cherche à retrouver la nature en ville pour résoudre des problèmes d'îlots de chaleur, etc. Et quand on regarde la métropole Jardin, eh bien, le paysage, il est déjà là. Il existe de manière beaucoup plus forte, et donc on part avec un certain avantage. Quand on a commencé à travailler sur Codéran, avec Claire et Michel, on s'est aperçu que non seulement le paysage est présent, alors en grande partie c'est un paysage d'agrément, hein, mais non seulement il est présent, mais il est en correspondance directe avec le type d'architecture que l'on trouve. C'est-à-dire qu'on a ces grandes résidences à Codéran, collectives, qui s'accompagnent des grands arbres, des parcs, souvent parce qu'elles ont été construites sur d'anciens terrains de chartreuse, où on a conservé le patrimoine végétal. Et puis on a les petites maisons sur rue, avec leur jardin de devant, avec le paysage qui parfois est très petit, tout petit, mais qui déborde sur rue à travers les clôtures. Donc on a une vraie correspondance entre le paysage et l'architecture. Et on a beaucoup échangé avec Michel Corajou là-dessus. Alors, nous, on n'est pas paysagiste, on n'a pas de connaissances spécifiques dans le paysage, mais on a un réel attrait pour le paysage, parce que je pense comme la plupart des gens, on sait et on sent que que le paysage, c'est un attracteur, c'est quelque chose qui apporte du bien-être instantanément. Et Michel Corajou, il avait, lui, un réel attrait pour l'architecture. Il était intéressé par l'architecture. Il a d'ailleurs œuvré beaucoup pour un rapprochement entre l'architecture et le paysage. Donc, à Codéran ensemble, on a pu, et c'était extrêmement intéressant, on a pu développer cette vision un peu commune d'un tissu résidentiel. Un tissu qui combine le paysage et les formes bâties. Et la difficulté aujourd'hui pour nous, en général, dans les projets et dans la ville, c'est qu'on raisonne encore beaucoup trop les deux questions séparément. Le paysage d'un côté, le bâtiment de l'autre. Et pour nous, la dichotomie qu'il peut y avoir encore aujourd'hui, qui est très forte, entre le paysage et l'architecture, entre les paysagistes et les architectes, elle est problématique. Et il faut pouvoir la dépasser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à végétaliser toutes les façades, on ne parle pas d'une question cosmétique, mais ça veut dire qu'il faut comprendre que la ville, en tout cas nous on en est convaincus, elle ne se pense ni par les pleins,
ni par les vides, elle se pense par l'environnement commun qu'elle est et dans laquelle le paysage est une partie, fait partie intégrante. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui à ce que les architectes et les paysagistes puissent s'entendre aussi sur des concepts urbains en métropole. Et pour aller, il y a cette... Je me perds je suis perdue dans ce que je cherche à dire. Parce que c'est un sujet... Non, on se dit qu'on peut se prendre les foudres d'un côté des architectes, de l'autre des paysagistes en disant des choses comme ça. Donc, on essaye d'avoir des mots un peu délicats là-dessus. Non, mais il y a un vrai intérêt à pouvoir penser les deux ensemble. Et l'opportunité que l'on voit dans la métropole Le Jardin, c'est que comme le paysage est là, il est présent, à une proportion à peu près égale à l'architecture, je dirais, aux formes bâties, et ben c'est un formidable territoire pour porter ce tissu-là et cette réflexion cohérente ensemble. C'est aussi ce potentiel-là qu'on voit dans la métropole Jardin. Et le cinquième thème qui s'appelle donc la structure au service du bien-être. Alors on aime bien ces deux dessins qui sont assez simples mais qui explicitent un peu notre façon d'aborder le projet. C'est qu'on pense que dans n'importe quelle ville ou dans n'importe quel tissu urbain, il y a toujours une structure urbaine qui existe. C'est pas forcément la grille ou les voiries, mais il y a toujours une structure urbaine qui doit produire du bien-être. Et on est capable de dessiner également du bien-être. On aime bien aussi cette phrase de Charles Eames qui dit que finalement tout se connecte, les gens, les idées, les objets, mais que ce qui compte, c'est un peu la qualité de la connexion. Une image de l'exposition, un peu comme ça brute, mais on a mis 2 chaises dans l'exposition, aussi une rouge et une blanche, de Joseph Frank de 1950. Parce que d'une certaine façon, une chaise, c'est aussi une structure, et c'est une structure qui apporte du confort, du bien-être. Et on pense que la ville, c'est aussi le cas, et ça devrait être encore plus le cas. Et pour illustrer un peu plus concrètement cette idée de structure et de bien-être, on va vous montrer des projets que l'on a été regarder à Phoenix en Arizona, des projets de l'architecte Alfred Newman Biddle. Ici, donc, on est dans le quartier de Camelback East, et ce projet-là s'appelle Boardwalk. Il s'agit de 34 logements qui suivent une grille constructive ici de 3,7 mètres par 3,7 mètres. Tout est en R+1. Et les logements s'organisent autour d'un grand espace central qui est une grande promenade, donc c'est le boardwalk. Et les logements ont leur salon et leur cuisine qui sont tous orientés sur cet espace commun et les chambres sont à l'extérieur. Ici une image depuis la rue où tout d'un coup on voit que le paysage émerge au-delà de l'architecture, qu'ici il y a aussi un jardin de devant et le paysage est comme une sorte d'introduction à l'architecture. Ce que l'on voit ici, c'est vraiment les 18 mètres de large, qui font à peu près 150 mètres de long. Et on rentre ici, dans cette promenade-là. Tous les habitants passent par là pour pouvoir ensuite rentrer chez eux. Donc il y a une pergola, elle est ombragée, parce qu'il fait très chaud à Phoenix. Les logements sont très vitrés. Le végétal devant permet de créer des filtres. Chacun peut développer son jardin de devant à sa façon. Il y a des rapports entre l'intérieur et l'extérieur qui sont très clairs. Ici, chacun développe son jardin, voilà, selon son propre style. Et ce qui nous intéressait beaucoup dans cette référence, c'est que de trouver à Phoenix, dans une ville qui est très étalée, où il n'y a pas forcément beaucoup de villes, on a trouvé dans ces projets-là de logements horizontaux des qualités de collectives quasiment urbaines, et des relations entre architecture et paysage, comme le disait Suzanne, assez fines au final. Et très clairement, Alfred Newman Biddle était très inspiré par Mies van der Rohe, mais il l'a fait à sa manière en relation avec le logement. Il a presque un peu démocratisé l'espace d'une manière assez claire. Un autre projet de lui, ici, il s'appelle Trois Fontaines, appartement. Ici, il y a 59 logements, ce qui produit à peu près des opérations ici de 60 logements à l'hectare, donc c'est pas si peu dense. Et celui-ci, il est en R+2, sur 2 niveaux. Il suit une grille également de 5 mètres par 5 mètres. Les logements sont organisés différemment, mais toujours avec un espace central dans lequel on peut parcourir. Ici, une vue depuis la ville. Donc le jardin, toujours aussi comme une forme d'introduction à la ville, à l'architecture, l'entrée. Ici, on se retrouve dans cet espace-là, en R+1, avec
des textiles qui permettent d'avoir un environnement protégé, assez frais également. Ici, un habitant qui a son logement qui ouvre directement sur cet espace-là. Ici, on est dans son salon. Alors, ça, c'est le monsieur qui ressemblait un peu à Pablo Picasso, qui était très heureux de vivre dans son logement. C'est des logements qui sont plus comme des standards, on va dire, français en termes de mètres carrés, donc ils ne sont pas très grands. C'est du logement abordable, voilà, qui était construit donc, de façon assez rationnelle, toujours dans son patio. Il y a une petite porte dans le patio qui permet de pouvoir accéder à son parking. Donc c'est notre type d'opération, mais ici on est plus dans une sorte d'autres relations au collectif. Notre vue depuis un patio sur l'espace intérieur. Et ici on voit les 3 fontaines qui sont aussi une sorte d'annonce très claire quand on rentre dans ce complexe-là qui n'est pas du tout clos. Sur Bordeaux, nous avons nous sommes en train de développer 2 projets qui sont inspiré des principes de Alfred Biddle, évidemment pas du tout dans la même forme, dans la même architecture, mais on essaie de préserver ces principes-là. Ici, une opération que nous développons avec Crédit Agricole Immobilier de 15 logements. C'est ici une trame de 5 par 5, avec un jardin de devant, à cet endroit-là, accodérant. Ici, un espace commun dans lequel tout le monde rentre, c'est un jardin commun, les logements sont traversants, qui aboutissent ensuite à un patio privatif. Les logements ici dans leur environnement accodérant. C'est un projet, aujourd'hui, nous sommes allés sur place, le jardinier Robert Coulon a commencé à planter des arbres. Évidemment que c'est un projet qui fonctionne que s'il y a une végétation qui est assez luxuriante et qui va apporter de la fraîcheur et surtout qui va permettre d'avoir cette relation de proximité entre les deux logements. Une vue depuis le patio où on sent vraiment cette horizontalité aussi recherchée, transparence, traversant entre les différents logements. Ici, depuis ce patio-là, on voit le patio du voisin de l'autre côté. Ici, une autre opération qui est développée avec Our Architectes, qui sont basés à Bordeaux et à Paris, pour Aquitanis. Donc, c'est 22 logements à part en pur, que nous développons avec Trouillot Hermel Paysagiste et Cetab. Donc, il y a une trame aussi qui est construite, qui est très différente des autres, mais qui a sa propre logique. C'est assez simple, c'est tout d'abord un jardin de devant, donc il y a 3 beaux arbres qui vont se présenter à l'espace public, ensuite un parking ombragé, on laisse sa voiture et ensuite on se retrouve avec un espace ici au milieu collectif, on dépose son vélo, il y a un barbecue commun, et ensuite chaque logement est desservi par une promenade qui sera plantée, qui sera un lieu où l'ensemble des résidents vont pouvoir aussi se croiser, se dire bonjour, apprendre à se connaître et à discuter. Les logements sont traversants et aboutissent aussi à un patio privatif. Ici, une image du chantier, la dalle va bientôt être coulée. Et voici une image de la promenade, qui n'existe pas encore, mais quand tout à l'heure on parlait de territoires horizontaux, ici on est vraiment à part entière aussi dans un territoire très horizontal, on voit très loin par moment, et quelques émergences ici comme l'église. Après, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on aime beaucoup aussi et qui s'inscrivent pleinement dans ces territoires un peu de la métropole jardin. Ici, c'est une opération de Fabre de Marien avec Aquitanis qui s'inscrit avec beaucoup de finesse dans la cité jardin Claveau. Et pour changer un peu d'échelle aussi, parce que la métropole jardin, comme on a dit, c'est pas uniquement que des densités horizontales basses, mais c'est aussi des collectifs. Et ici, c'est un projet qui illustre très très bien cette question aussi de cette relation entre la structure et le bien-être. 6e point, c'est l'idée que la métropole jardin est aussi un espace qui est capable d'absorber des très grandes différences. Alors, on a parlé pas mal des logements jusqu'à maintenant. Il y a aussi d'autres types de programmes. Alors ici, on voit des formes bâties très contrastées entre des grandes barres, des toutes petites maisons. Mais il y a aussi, en termes de programmes, des contrastes très forts dans la métropole jardin. Ici, on a une carte du territoire qu'on montre en partie dans l'exposition à Bruxelles, autour du Ring, donc en marge de la ville centre, et où on a représenté en rouge tout ce qui est plutôt petit, c'est-à-dire principalement le logement, et tout ce qui est bleu étant les grandes activités.
métropolitaine, services, activités économiques, industrielles, commerciales. La métropole jardin, c'est aussi ce qui accueille tout ce dont on ne veut pas en centre-ville et qu'on a parfois externalisé à l'extérieur parce qu'il y avait de la place. Qui s'est installé un petit peu là où c'était possible. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des confrontations entre le logement et l'activité, par exemple, qui est plus ou moins heureuse. Et on a un peu cette situation qu'on représente avec ce dessin, des grands acteurs économiques qui ont aussi un certain poids dans la ville et dans la métropole, comme par exemple Ikea ici à Bruxelles, et puis le tout petit, qui existe juste à côté. Et donc cette confrontation, elle est, on peut considérer qu'elle est parfois problématique parce que ces grands objets, ces très grands objets, l'activité, elle s'est implantée et elle exerce en complète autonomie par rapport au territoire local. C'est des équipements qui sont basés sur des flux entrants et sortants, qui fonctionnent dans une économie qui est globale, dans un territoire qui est global, et qui souvent n'ont absolument rien à voir avec le territoire local dans lequel ils s'inscrivent. Et voilà, on pense aussi que dans l'évolution et dans la transformation de la métropole jardin, où on doit tous faire un peu des efforts pour se rapprocher les uns des autres, pour accepter de vivre un peu plus proche parfois, pour retrouver plus de paysages, pour avoir plus de services, eh bien, il faut aussi qu'on puisse demander la même chose aux activités économiques. Un effort d'intégration dans un paysage. L'image un peu immédiate qu'on a de la logistique, et qu'on retrouve parfois autour de Bordeaux, ça c'est sur le campus Vitra, mais c'est celui-ci, c'est d'un des grands hangars duquel entrent et sortent des grands camions. Et on aime beaucoup cette image, qui est une image d'un paysagiste danois, Sørensen, parce que c'est à la fois exactement la même chose finalement que ce que l'on vient de voir, et en même temps complètement autre chose. Et donc, pour nous, l'enjeu de la métropole jardin, c'est aussi de pouvoir absorber les différences, mais du coup à travailler sur l'intégration des différents grands équipements. On parlait tout à l'heure aussi de la transformation morceau par morceau. Eh bien, le potentiel aussi de ces grandes activités que l'on a, qui sont certes des fonciers privés, mais c'est qu'ils sont grands, et que le moment où on les transforme, où on est en capacité aussi d'influer sur leur transformation, eh bien, c'est des grands territoires qu'on est capable de transformer de manière forte. Et donc, c'est un potentiel fantastique, et nous, on est convaincus qu'il faut vraiment se mettre à travailler activement avec ces acteurs-là pour voir de quelle manière ils peuvent positivement participer aussi à l'environnement urbain de la métropole jardin. Le dernier point qu'on voulait évoquer, c'est l'idée d'un horizon commun. Alors c'est quelque chose, je pense, qui a été un peu en filigrane à travers l'ensemble des choses qu'on a énoncées ici ce soir. C'est l'idée que on peut certes transformer la ville morceau par morceau, parcelle par parcelle, mais on a besoin, à un moment donné, d'un horizon commun. On a besoin d'une vision qui doit être collective. Autrement, chacun fait les choses dans son coin, et on n'arrive pas à produire ces espaces et ces logiques collectives dont on parle depuis le début. Donc voilà, pour nous, c'est tout le sens de la ville en tant que telle. J'ai commencé en disant que la ville, pour nous, c'est le lieu où on vit ensemble. Et c'est tout l'enjeu de la ville, et c'est tout l'enjeu de la métropole jardin. Alors, juste pour conclure, quelques mots par rapport aussi à l'exposition qu'on fait sur le thème, sur l'urbanisme. C'est un sujet qui est toujours difficile à exposer. C'est toujours des notions qui peuvent paraître abstraites pour un certain nombre de personnes, qui sont parfois compliquées. C'est plus facile de montrer un bâtiment, une image, une photo d'un bâtiment. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. On aime ou on n'aime pas. Mais on aime bien ce petit dessin que tu as fait, Anthony, et qui montre aussi que derrière chaque bâtiment, il y a tout un monde. Il y a une quantité de gens qui œuvrent et qui travaillent dans le sens aussi de l'intérêt général de la ville, et qui poussent pour qu'on aille quelque part dans la même direction, dans un sorte de horizon commun. Et ce qu'on a à la fin, souvent quand on se promène en ville, on a la partie émergée de l'iceberg. On voit les bâtiments, on voit le paysage qui a été construit, mais derrière, voilà, il y a une grande part de gens qu'on souhaite aussi nous remercier ce soir, tous les gens avec qui on travaille,
on travaille énormément en amont, nous, sur les projets, et on croise énormément de gens qui, au quotidien, sont passionnés par l'idée de la ville et de ce que l'on peut faire ensemble en ville. Et donc, pour nous, cette exposition, elle est très importante parce que c'est une forme de reconnaissance de sujets urbain qui compte pour nous et j'espère qu'il compte aussi pour tous les gens avec qui on travaille au quotidien depuis maintenant plus de 10 ans. Mais comme c'est un sujet qui est un peu difficile à montrer, on a... vous verrez dans l'exposition, si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous n'y êtes pas encore allé, il y a pas mal de textes. Il faut prendre le temps de lire un petit peu, d'essayer de rentrer dedans. Donc on a cherché à amener aussi du confort dans l'exposition. On a conçu 2 pièces un peu comme des sortes de petits salons de lecture. Il y a ces 2 chaises dont tu parlais, Anthony, qui sont, il faut les essayer, elles sont confortables. Et on vous invite à... Voilà, l'expo, elle dure 6 mois. Peut-être d'y revenir, de prendre le temps de s'asseoir et de lire pour entrer dans la question. Parce que... Voilà, on parle de l'environnement urbain collectif de la ville, mais c'est bien aussi de se poser et d'y réfléchir individuellement, chacun à sa manière. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était stimulant. Évidemment, il y a beaucoup de questions dans la salle, donc les règles du jeu sont toujours les mêmes. Il y a quelques micros qui sont à disposition. Levez la main et absolument, il faut parler dans le micro de manière que tout soit enregistré parce que la conférence sera après remise en ligne sur le site internet d'Arc en Rêve. Donc, on vous demande d'être patient, d'attendre qu'un microphone vous soit apporté par des membres de l'équipe d'Arc en Rêve. Il y avait une personne là-bas. Là. Ouais. Bonsoir, Sébastien Vernago, architecte. Merci beaucoup pour la passionnante exposition. J'ai juste une question. Pourquoi avoir choisi uniquement des métropoles occidentales? Alors, je pense... En fait, c'est un choix qui est arbitraire dans le sens où on a pris 4 villes que l'on connaît et dans lesquelles on travaille. Donc, voilà, ça aurait pu être, si on avait travaillé sur ces questions-là dans d'autres villes, on aurait pu tout à fait en prendre d'autres. Après, c'est aussi un fait que dans le monde occidental, on est aujourd'hui beaucoup plus, je pense, dans une optique de... je ne dis pas qu'on l'a arrêté complètement, mais en tout cas, on espère qu'on l'a plus ou moins arrêté, l'optique d'extension urbaine. Alors que dans d'autres, en Afrique et en Asie, dans certaines villes, on est encore sur la production en grande partie, voire même de villes entières nouvelles. Donc, comme le sujet, il se concentre sur cette idée des territoires qui sont déjà produits et qu'on cherche à transformer, bon, c'est un hasard qu'on a ces 4 villes parce que c'est là qu'on a travaillé, mais il y a certainement des raisons à cela aussi. Je dirais que c'est un hasard et effectivement, Chicago est arrivé un peu à la fin, mais néanmoins, on trouve intéressant parce qu'on voit que c'est très différent Chicago de Phoenix, donc ça ouvre pour nous les possibilités d'étudier évidemment plein de villes. Mais c'est un hasard qui fait les choses et on souhaite ici dans cette pièce-là montrer les différences absolument entre ces tissus urbains et en même temps parfois leurs quelques similitudes. Merci Anthony, Suzanne. Moi j'avais une question presque à la suite de la précédente question, mais pas sur le choix des villes, mais sur le choix des lieux que vous avez décidé de prendre dans les villes, ces rectangles. Suzanne, tu as dit à un moment donné, la métropole jardin, c'est là où on met ce qu'on ne veut pas en centre-ville. Donc, quels étaient exactement vos critères pour décider à un moment donné, est-ce que vous en avez eu, et quels étaient vos critères pour décider ce rectangle rouge, on le met à tel endroit ou à un autre? Qu'est-ce que vous recherchiez exactement dans les tissus que vous avez sélectionnés? Non, le critère de sélection, c'est
Ouais. On sort de la ville-centre, déjà. Donc, selon les villes, on sort plus ou moins vite. À Phoenix, il n'y a presque pas de centre. On discutait cet après-midi, donc c'est facile. Hein, on aurait pu prendre le rectangle à peu près n'importe où. Mais on sort du centre ancien. On regarde les territoires qui sont majoritairement résidentiels en termes de programmation, principalement développés au cours du XXe siècle. Et donc, ça définit, selon les villes, un certain périmètre qui est plus ou moins circulaire d'ailleurs. Hein. Alors à Bordeaux, on a pris Codéran parce qu'on a travaillé sur Codéran, mais on peut aller chercher le même type de tissu à peu près partout autour. À Chicago, on y arrive, on est sur un périmètre qui est à 3-4 km du centre-ville. Parce qu'à Chicago, on est très dense et très vite, on est très horizontal, mais l'horizontalité immédiate, elle est encore très urbaine, donc on a une grande diversité. Donc ils font, au bout de 3-4 km, on arrive dans ce type de territoire résidentiel, et on a pris l'ouest, on aurait pu prendre le sud, on a pris l'ouest parce que c'est aussi là-bas on s'est pas mal promené, qu'on a rencontré des gens dans le cadre de la recherche. Phoenix, oui, on aurait pu prendre énormément de territoires. On a pris le territoire où il y a les projets de Alfred Bidel qu'on est allé voir, et Bruxelles, on a pris un territoire, on a montré un territoire qui est une zone que pareil qu'on a regardé, où on est à quelques kilomètres pareil du centre-ville. Donc je dirais que cette organisation urbaine, en fonction de la ville, en fonction de son développement, elle peut être plus ou moins loin du centre-ville, mais le critère de sélection, ça a été celui-là, de prendre ce qui est essentiellement résidentiel. Moi, j'ai une question concernant les mobilités. Dans le cadre de votre travail, est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé ou vous allez développer par la suite? Moi, je trouve que que votre travail est très intéressant. Mais donc, votre postulat de départ, c'est c'est aussi la question de la nature en ville, de la mobilité urbaine. Et donc là, on voit quand même un fort développement horizontal et une forte place de la voiture. Donc, est-ce que ça, c'est un questionnement qui viendra par la suite dans votre travail? Oui, alors c'est vrai que on n'en parle pas directement de la question de la mobilité, mais elle est centrale en réalité dans la façon dont elle a produit ces territoires. Et aussi comme elle est un peu peut-être elle est en train de muter aussi, peut-être ce rapport à la voiture, il est en train d'évoluer. Et c'est vrai que dans toutes les villes qu'on regarde, ici ou même nous, les propositions qu'on peut faire, on peut voir qu'en réalité, je parle plutôt des mobilités donc individuelles, voitures, mais en réalité, on s'aperçoit que dans chacune de ces propositions ou dans ces regards, il y a vraiment un intérêt pour la ville un peu piétonne aussi, c'est-à-dire où on peut se balader dans ce type de paysage. On était surpris qu'à Chicago, en fait, les gens se baladent à pied. Il y en a plein qui n'ont pas de voiture, qui se baladent en vélo, et on pensait pas ça. À Codéran, évidemment, c'est une ville où où les rues, tout d'un coup, font que ça devienne des paysages dans lesquels on se balade, et le paysage qui change continuellement, aussi en fonction des saisons. L'été, il apporte de l'ombre. Donc elles ont tout un rapport aussi très piéton, comme c'est le cas aussi à Phoenix, en tout cas dans les opérations qu'on a montrées ici, où tout d'un coup on redescend un petit peu sur une certaine façon sur terre, et on marche, quoi. Ça, c'est clair. Après, c'est une question, on n'est pas du tout spécialiste de la mobilité, et il y a plein de gens qui le sont, mais elle est sous-jacente très clairement quand on parle de la métropole Jardin. Après, je pense qu'on est dans le travail que l'on fait, on pointe des sujets, on pointe des enjeux. On n'a absolument pas les réponses à tout cela, mais on pointe l'enjeu on parle de surface absolument gigantesque si on regarde à l'échelle globale de ce type de territoire. Et quand on voit l'étalement qui est horizontal, on ne va jamais transformer tous ces territoires en ville-centre. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'on n'en a pas forcément envie parce qu'on souhaite valoriser le paysage, etc. Mais du coup, la question, elle se pose demain par rapport aux mobilités, effectivement. Comment est-ce qu'on transforme ce territoire-là?
quel type de mobilité est-ce qu'on envisage, quel type de proximité aussi est-ce qu'on conçoit. Est-ce que c'est des territoires où on bouge un peu moins, mais où du coup il faut qu'on retrouve plus de services locaux sous d'autres formes, mais tant qu'on a, enfin, c'est ça qu'on veut dire aussi par l'enjeu d'avoir une vision commune et collective là-dessus. C'est que l'enjeu pour nous, il est immense dans ces territoires-là. Et il faut bien être conscient qu'on parle d'un certain type d'urbanisation qui ne sera jamais comme la ville-centre. Et donc, il faut trouver les réponses à cela. Mais ça veut dire qu'il faut les regarder en tant que telles, quoi. Et je pense que oui, on n'aura jamais les mobilités collectives exactement comme on a dans le centre-ville, mais peut-être il y a d'autres formes qu'il faut inventer là-dessus aussi. Bonjour, je suis là. Donc j'ai une question un peu triviale, mais en fait, si je comprends bien, en fait, la vie jardin va se développer avec cette porosité paysagère entre le domaine public et le domaine privé. Mais concrètement, sur vos projets, comment ça se passe? Est-ce qu'on reste dans le domaine privé? Est-ce que c'est du coup des espaces ouverts? Est-ce qu'on peut circuler librement? Voilà, comment ça se traduit concrètement? Je pense que là aussi, quand on dit qu'il faut concevoir des environnements où on vit bien ensemble, où on a envie de discuter les uns les autres, c'est aussi parce que si on regarde les territoires de la métropole Jardin, on est principalement sur du domaine privé. Et on peut imaginer des initiatives de rétrocession, en partie des transformations, mais il faut aussi que dans le privé, ce que l'on produit, notamment comme paysage, apporte de la valeur ajoutée au domaine public. Parce qu'on parle essentiellement de foncier privé. Et donc, il faut donner envie aux gens aussi de ne pas juste vivre chez soi, quoi. Et de partager avec son voisin d'à côté, en face, etc. Et c'est des territoires où souvent on emménage parce qu'on peut avoir sa maison, parce que du coup on est libre chez soi, on est bien chez soi. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive aussi à donner envie aux gens, à comprendre aussi le sens et l'intérêt d'habiter les uns avec les autres et pas seulement les uns à côté des autres. Et parce que si on réussit cette envie collective, alors et certaines personnes me diront c'est idéaliste. Je pense pas, c'est extrêmement pragmatique. Si on réussit ce désir collectif, tout en étant chacun bien chez soi, eh bien on peut valoriser X choses qui sont de l'ordre du domaine privé. Je pense qu'on ne peut pas imaginer demain dans la métropole Jardin d'avoir les mêmes espaces publics que ce que l'on a dans la ville-centre. On n'a pas la densité pour. Donc c'est d'autres formes. Donc c'est des formes aussi collectives et c'est des formes qui parfois révèlent du domaine privé, mais qui peuvent être ouvertes au public. Bonsoir, merci. J'avais une question. Je me demandais ce par quoi pouvait passer l'absorption de la différence, comme vous l'avez évoqué, concrètement. Alors, concrètement, il y a quelques exemples, un petit peu dans l'exposition, on en parle sur la ville de Bruxelles. Concrètement, ça passe par déjà une forme de rationalisation, je pense, du territoire de l'activité économique, des grandes activités. C'est-à-dire on a été dans les logiques d'étalement aussi, comme dans la maison individuelle, mais on argumente qu'on a besoin de place, on a besoin de surface imperméabilisée en quantité, parce qu'il faut que les camions ils circulent comme ci, comme ça, et que tout fonctionne parfaitement. Donc on peut aussi rationaliser un peu ce fonctionnement, retrouver des surfaces qui sont un peu plus petites et du coup redonner une partie de ces zones-là à la nature, au service, à la ville et de travailler sur les interfaces que l'on a. Aujourd'hui, on a les zones d'activité et la grande activité, c'est essentiellement des grands bâtiments qui sont posés en plein milieu d'une grande parcelle
principalement imperméabilisés, auxquels on demande un peu de perméabilité, un peu de nous, un peu de mesures de compensation, etc., de bassins d'orage, mais c'est de l'antiville complète, parce que logiquement, c'est des activités qui sont connectées à autre chose, et puis clôturées, etc., et donc qui produisent beaucoup de distance. Je pense qu'il faut travailler sur les interfaces, sur les limites, sur l'ajout de services. Je pense que les zones d'activité et l'activité en tant que telle, qui attire des personnes qui travaillent aussi, a le potentiel peut-être de produire demain du service urbain, de devenir pour le coup des lieux où on se rencontre entre personnes qui travaillent dans la métropole Jardin et personnes qui habitent, et peut-être d'offrir du service. Et il faut aussi demander ça, on doit demander un peu à tout le monde, et on doit demander aussi à l'activité économique de faire cet effort. Et puis après, peut-être dans absorber les différences, c'est pas du tout les masquer, mais c'est quand on a une barre qui par exemple, à Codéran, c'est le cas, il y a du collectif qui est très grand, mais qui tout d'un coup devient aussi beaucoup plus acceptable parce que lui-même produit des grands arbres, en tout cas c'est le cas à Codéran. Quand on voit des grands arbres dans la ville, c'est qu'en fait, il y a des grandes résidences collectives derrière. Et du coup, il y a des relations comme ça, ou des articulations entre des petites maisons, des petits tissus individuels et du collectif qui est géré d'une certaine façon par le paysage. Donc on croit aussi beaucoup que le paysage peut jouer cette interface et créer cette espèce d'absorption aussi des différences qui parfois sont trop conflictuelles en fait dans ce type de territoire. J'ai une curiosité en tant que spectateur. Bon, c'est un peu faux ce que je veux. Bon, en revisitant plusieurs fois l'expo ces jours-ci avant le vernissage, j'ai remarqué des éléments assez passionnants. Donc, dans la première salle, vous avez conduit un travail fabuleux de réécriture de l'urbain pour permettre de comparer des contextes différents. Donc, ça passe à travers les couleurs, une notation visuelle, les endroits où sont placés les noms des rues. Donc, il y a vraiment un travail, c'est typique d'architecte, vous avez sûrement travaillé des heures et des heures pour une chose qui n'est pas tellement visible, mais finalement l'est beaucoup. Et ceci conduit effectivement à une possibilité de comparation, d'analyse. Quand on passe dans notre salle, au contraire, moi je trouve que c'est assez sidérant le fait que vous montrez une capacité de dominer beaucoup de différents outils de narration. Il y a de la photographie, des croquis, du texte. Et je me demandais donc si, quand vous approchez un territoire que vous ne connaissez pas encore, ou vers lequel vous savez que vous êtes sur le point de déclencher un projet, par exemple le cas de Chicago, est-ce que vous y arrivez avec un bagage d'outils qui sont déjà prêts à être exploités rapidement pour comprendre un lieu, ou est-ce que vice-versa, les lieux, vous les approchez avec une certaine liberté de vous permettre quelques doutes, quelques tâtonnements qui vont donc faire que les outils sont différents aussi selon le contexte. Dans le cas de Chicago, par exemple, c'est plutôt un journal de bord, non, c'est des textes qui racontent des événements ponctuels et des dessins. Est-ce que c'est une méthodologie qui est appliquée massivement, vous allez la répéter si jamais vous êtes invité à Lagos, au Nigeria ou à Shenzhen, ou est-ce que vous permettez un moment, vu que les outils sont nombreux et beaucoup, ça signifie que vous en avez plusieurs flèches à votre arche, est-ce que vous attendez un moment que le lieu vous indique quelle est la meilleure manière de le décrire? Je dirais que oui, tout à fait. On essaie d'être précis, en tout cas, par rapport au lieu qu'on visite et qu'on explore. Après, parfois, dans cette première salle, par exemple, on aime bien un peu forcer le trait pour les regarder vraiment un peu de la même façon. Et ici, c'est que de l'existant. Hein. C'est pas des propositions de projet, c'est de l'existant. Et quand on dit métropole jardin, faut pas y voir notre projet à nous, mais c'est de la ville qui existe. C'est une urbanisation qui est complète et qui est quand même assez, impressionnante. Après, je dirais que dans chacun de nos projets, on a, avec nos quelques outils ici, mais néanmoins, on essaie d'apporter une finesse, une réponse très spécifique à chaque fois par rapport à l'endroit où l'on est. Et c'est vrai que pour nous, c'est jamais facile de communiquer sur les questions d'urbanisme, mais pour essayer de partager un peu la complexité ou la richesse de ce qu'on veut dire. Et c'est vrai que la photo, parfois, permet de sélectionner des choses dans le paysage et de les dire très clairement, d'être très réaliste, extrêmement réaliste. Le dessin permet d'être totalement abstrait par moment pour expliquer une idée qu'on a du mal à pouvoir expliciter. Les plans ont un côté aussi un petit peu pragmatique, posé. Et ensuite, les textes, c'est encore une autre forme, je dirais,
d'exploration, mais on a cette liberté-là en tête et même si on aime, comment dire, on aime bien le côté un petit peu parfois systématique aussi de l'approche, évidemment c'est toujours en mouvement et clairement à Chicago on est arrivé sans outils et même dans l'idée de se dire, Suzanne évidemment connaissait parce qu'elle a étudié là-bas, mais de se laisser un petit peu porter et faire qu'avec le texte et le dessin et rentrer là-dedans avec nos yeux et de se balader. Prenez une approche aussi qui est assez visuelle, je dirais, c'est qu'on se balade beaucoup sur place et on regarde les choses et on essaie d'y passer du temps et de discuter aussi avec les gens pour essayer de comprendre un petit peu les lieux comme tout le monde les comprend, quoi, comme un enfant peut le comprendre. Donc c'est difficile de transmettre ces questions-là parce que c'est des échelles monumentales et en même temps des questions très simples comme s'asseoir dans un jardin. Merci. Bonjour, merci pour cet exposé. Au début de l'exposé, vous avez dit que c'est un projet qui est né il y a une dizaine d'années à Bordeaux et qui s'était du coup développé comme ça. Et alors ma question c'est est-ce que depuis ces 10 ans, avec d'autres rencontres, d'autres questions qui vous ont été posées en tant qu'architecte ou urbaniste, il y a comme ça d'autres valises avec des projets comme celui-là qu'on pourra découvrir bientôt, ou est-ce que c'est vraiment l'obsession et le projet de l'agence? La métropole Jardin. Je suis pas tout à fait sûre, Anne-Laure, d'avoir compris exactement la question. Est-ce que c'est une recherche presque unique et qui voilà vous porte entièrement, ou est-ce que alors cette recherche-là qui est née il y a 10 ans, depuis ces 10 ans qui se sont écoulés, à d'autres occasions et d'autres questionnements, on a ouvert d'autres valises avec d'autres projets du même type. Au passage, je vous remercie pour la partie de communication des sujets, parce que moi, je crois beaucoup à la culture du bâti, à la culture de la ville dans le travail collectif, et peut-être qu'on ne le fait pas assez. Non, je pense que si on parle du projet de Codéran, Codéran Ville-Jardin, il faut dire que c'est un projet relativement unique dans le sens où il y a eu il y a peu de projets comme ça qui sont proposés. Il y a peu de demandes de plans guides sur ce type de territoire. Ça, c'est un fait. On en chercherait à faire d'autres ou à travailler autrement comme ça. Mais donc, dans ce sens-là, c'était une commande un peu assez unique, je pense. Pas la seule, hein. Il y en a certainement d'autres, mais en tout cas, nous, on n'en a jamais vraiment trouvé d'autres. Dans ce sens-là, c'est un projet unique. Après, non, après les réflexions que l'on a développées à Codéran et qu'on avait commencé à développer avant, à travers même le projet 50 000 logements, où on est intervenu principalement sur les territoires en marge de la ville. C'est le sujet qui nous stimule, nous, au quotidien. Nous, on habite en plein centre de Paris. Donc on habite dans la ville dense, dans l'arrondissement le plus dense, avec le moins d'arbres. Voilà, on aime beaucoup la ville dense aussi. Mais on croit certainement plus dans le potentiel de celle-ci. C'est une sorte je pense une sorte d'intuition de quelque chose, on l'a dans le ventre depuis qu'on travaille, par cet équilibre qu'il y a déjà entre le paysage et l'architecture. Et donc on va naturellement vers ce type de sujet, vers ce type de territoire, à Bordeaux comme dans d'autres villes, comme en région parisienne, comme ailleurs à l'étranger, quoi. C'est vrai que ce qui nous intéresse dans ces territoires, c'est qu'ils sont aussi pas faciles, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sensations parfois d'urbanité et que c'est difficile on sent qu'il y a un potentiel, en fait, partout. Et quand on est à Parampure, par exemple, on est dans une ville quand même qui est assez lâche, qui est assez belle en soi, et des vrais paysages, et évidemment des gens qui habitent ici. Et tout d'un coup, on se pose la question de comment est-ce qu'on peut la rendre un tout petit peu plus urbaine, un tout petit peu moins individuelle d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça notre obsession. Là, l'exposition s'intitule Métropole Jardin parce qu'on définit un titre
à travers ces projets-là, mais c'est une notion qui reste aussi, comment dire, assez floue. On peut pas définir les limites extrêmement clairement de la métropole jardin. Les lieux qu'on a choisis, on aurait pu en choisir plein d'autres aussi, parce que c'est des surfaces qui existent et dans lesquelles que l'on pratique, mais on sent que c'est aussi agréable comme endroit et qu'il y a des vraies qualités. Voilà, il y a des qualités on aurait pu parler de Berlin aussi, qui est une ville très comme ça, avec beaucoup de qualités de nature, et c'est agréable de s'y balader quand il fait chaud. Des piscines qui sont publiques, qui sont dans les parcs, comme ça. On est dans une sorte de, voilà, dans ce qu'on peut appeler aussi la métropole jardin, ce que d'autres appelleront d'une autre façon, mais ce confort-là, on sent qu'il existe déjà, et que parfois il peut exister encore un peu plus, et que ça peut devenir une forme de ville que l'on partage ensemble, et pas juste de l'étalement dont on dit c'est étalé, et puis voilà. Il y a aussi une considération pour cet espace-là, en fait. Et je pense que cette pièce-là, c'est ce qu'on veut dire, et c'est pas simple à dire, c'est de dire une considération pour les qualités douces de ce territoire-là. Ici, on voit un petit tapis qui a été dessiné par Els, une chaise de Joseph Franck qui comme ça exprime des qualités presque un petit peu, voilà, aussi de jardin, un peu romantique, de jeu. C'est un endroit où les enfants, c'est aussi une exposition qui est faite pour les enfants pour qu'ils puissent se balader. Donc toute cette sensibilité-là qu'on a dans ces lieux-là, voilà, on veut la pousser un petit peu plus. Ça, c'est vrai que ça nous obsède un petit peu. Après, on a plein d'autres sujets qui sont dans les villes, qui sont beaucoup plus urbains, mais on trouve difficile celui-ci. Et quand on a travaillé avec Michel et Claire Courajou, qui venaient de finir les quais, le miroir d'eau, de s'intéresser à une zone comme ça, c'est pas évident, quoi, je veux dire, de sa part. Je pense que lui, c'était exactement c'est ça qu'il veut faire, c'est-à-dire comprendre comment qu'est-ce qu'on fait avec ces territoires-là et comment on arrive à faire que les gens puissent vivre ensemble, déjà à considérer l'individuel comme aussi des vrais espaces, des espaces où les gens habitent, et donc de pas le mettre de côté. Donc c'est ça, et c'est vrai que alors Michel Courajou avait des mots parfois un peu crus, mais il disait que devant les habitants à Codéran, il leur disait on meurt tous de solitude d'une certaine façon. Et donc il était aussi obsédé par cette idée que la ville c'est autre chose que simplement chacun chez soi, et que tout d'un coup on a besoin des autres, les personnes âgées ont besoin plus des autres, les enfants ont besoin des autres. Et je pense que dans l'ensemble de l'exposition, c'est ça qu'on veut transmettre. Quand on parle de qualité collective, c'est celle-ci. Donc effectivement, il y a plein d'autres questions dont on ne parle pas, qui sont des questions de mobilité, qui sont très structurantes là-dedans. Les 50 000 logements, aussi à Codéran, c'est des vraies questions qui ont pesé, mais celle-ci nous paraît aussi voilà, difficile à toucher du doigt. Et cette pièce, pour nous, peut résumer un peu ce qu'on peut dire de la métropole jardin. C'est de la ville existante, qui a du potentiel, et c'est un espace qui en même temps est confortable et qui mérite de devenir un peu plus considéré comme étant de la ville, potentiellement. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je vois qu'il y a beaucoup de questions encore, mais nous allons les glisser vers un moment convivial sur la mezzanine de l'entrepôt. Bienvenue et à bientôt avec nos prochains rendez-vous à Arc en Rêve.